À présent, notre page des sports avec vous, Elise Lauretiia. Bonsoir. Bonsoir, et notre Salah. invitée, Simone Thiraud. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes franco-malienne, ancienne handballeuse professionnelle. Vous venez à 30 ans de publier un livre intitulé L'image du sportif parfait. Un ouvrage dans lequel vous retracez votre carrière que vous avez dû arrêter à 25 ans en raison d'un handicap invisible. Quel est ce handicap invisible ? Alors, à la naissance, j'ai eu un arrachement du plexus brachial. Donc, le médecin a un peu trop tiré sur le bras droit et ça a cassé. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une paralysie partielle sur le bras. Donc, je n'ai pas du tout de rotation du bras droit sur l'extérieur. Et je ne peux pas avoir de rotation de la main vers le ciel. Vous avez eu des opérations aussi très jeunes. Voilà, j'ai eu 2 opérations à l'âge de 7 et 8 ans. Mais ça a rien donné de concluant, donc je garde cette paralysie-là. Alors, c'est un handicap donc invisible qui ne vous empêche pas, dès l'âge de 10 ans, de vous lancer dans une carrière professionnelle en France, en Allemagne et même de disputer avec la RDC une Coupe du Monde. C'était au Danemark en 2015. Votre poste, c'est ailière arrière droit. Alors, moi, j'ai envie de vous demander comment on joue au handball, un sport qui est assez physique, sans utiliser sa main droite. Comment vous faites? Comment vous avez fait? Oui. Quand j'ai commencé le handball, donc à 10 ans, je ressentais pas spécialement mon handicap. Voilà, on faisait que du handball, donc ça allait. C'est vraiment à partir du moment où je suis arrivée en professionnel, à l'âge de 18 ans, où on faisait beaucoup de physique, musculation. C'est là où j'ai vraiment commencé à ressentir mon handicap, parce que faire des pompes, du gainage, là, les 2 bras, ils sont sollicités. Mais c'est vrai que quand je fais que du handball, j'utilise que mon bras gauche, je cours, je saute, je tire, j'utilise que mon bras gauche. Mais c'est vraiment tout ce qui est physique, en fait, où là, c'est un peu plus compliqué. Et tout se reporte donc sur le côté gauche. Voilà, et moi, pendant toute ma carrière, j'ai vraiment sollicité mon côté gauche. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes sur mon côté gauche également. Tout au long de votre carrière, vous avez décidé de cacher votre handicap jusqu'en 2020. Pourquoi ce choix ? Oui, en fait, par rapport à ma paralysie, en fait, tout le monde voyait mon handicap. Tout le monde voyait que j'avais mal au bras. Tout le monde voyait que j'avais un problème sur le bras. C'est vraiment le mot handicap que j'ai jamais dit. Et j'ai évité de le dire, j'ai caché ce mot-là, dire que j'étais handicapée, parce que je voulais pas que ma progression soit remise en cause, en fait. Et qu'on dise, ah non, elle, on la prend pas, elle est en situation de handicap, elle va pas progresser, tout simplement. Et pour vous, le handisport, c'était hors de question En fait, quand j'ai commencé le handball, le handisport, le hand adapté, ça n'existait pas. C'est très, très récent. Et même encore aujourd'hui, ça n'existe pas pour le handicap invisible. Il y a 2 équipes. Il y a le handball fauteuil et une équipe pour handball sourd, mais toujours pas pour le handicap invisible. Alors, vous avez repris la compétition en Guadeloupe. L'année dernière, vous avez remporté la Coupe de Guadeloupe. Vous avez même été finaliste de la Super Coupe des Antilles. Pourquoi vous avez arrêté subitement votre carrière en 2018 ? Oui, en fait, j'ai arrêté en Allemagne. J'ai rompu mon contrat. Je suis partie parce que, en fait, je commençais à avoir trop de douleurs. Je m'étais cassé la main quelques mois avant d'arrêter. J'étais revenue quand même à la compétition. À la suite, j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de l'épaule. Donc, sur l'épaule gauche, j'ai constaté que j'avais une lésion type SLAP 2. Et qui est passé en maladie professionnelle d'ailleurs. Et de là, je pouvais plus rien faire avec mon épaule, donc plus de passes, plus de tirs. Donc de là, j'ai arrêté du jour au lendemain et j'ai pas forcément communiqué sur l'arrêt de ma carrière. Je suis juste rentrée chez moi et j'ai repris ma petite vie. Et aujourd'hui, physiquement, vous en êtes où ? Pendant les 5 ans, j'ai fait des soins intensifs. Donc beaucoup de médecine douce, parce qu'en fait je vais me faire opérer et j'ai pas voulu me faire opérer par rapport à ma paralysie déjà sur le bras droit que je peux pas trop utiliser. Si je me fais opérer de l'épaule gauche, ça serait très très compliqué. Donc là franchement pendant 5 ans c'était vraiment des soins. Là j'ai pu récupérer sur mon épaule et c'est vrai qu'il y a l'opportunité de la Guadeloupe qui s'est présentée à moi et j'ai sauté sur l'occasion et j'y suis allée pour 2 mois. Alors, dans votre livre, vous avez recueilli des témoignages de sportifs qui n'ont pas pu mener une carrière professionnelle en raison justement de leur handicap, alors
qui sont ces personnes et qu'est-ce que vous préconisez pour elles? Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs témoignages dans mon livre parce que je parle de la santé physique et mentale chez les sportifs de haut niveau. Et c'est vrai qu'il y a deux jeunes handballeurs et une handballeuse que j'avais connues beaucoup plus jeunes, à l'âge de 14 ans, qui avaient un très très bon niveau de handball et je les ai jamais retrouvées dans le sport de haut niveau. Et en fait, je les ai recherchées, ces deux personnes-là, et savoir quel a été leur parcours, si leur handicap a freiné leur carrière, enfin ce qui s'est passé tout simplement. Et c'est vrai j'ai ces deux témoignages-là qui sont forts et ils expliquent tout ce qui s'est passé après l'âge de 14 ans, à partir du moment où je les ai plus revus dans le monde du handball. Et vous dites que peut-être que ce qu'il faut faire pour que des sportifs comme ça puissent mener leur carrière, c'est adapter des entraînements au handicap? Bah oui, en fait, par rapport à un sportif qui a un problème physique, déjà adapter les séances, oui, adapter les séances et après pourquoi pas aller plus loin. Par exemple, pour les personnes comme moi qui sont en situation de handicap invisible, pourquoi pas de créer une équipe tout simplement de handicap invisible, parce qu'il faut savoir que le handicap invisible, ça représente 80% des handicaps. Donc on est nombreux, on est beaucoup. Et je pense que ça concerne tout le monde en fait, parce que tout le monde peut tomber malade au cours de sa vie. Tout le monde peut basculer en tant que handicapé invisible dans sa vie. Donc je pense que ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Comme le disait Lisa, il y a une place importante où vous parlez de la santé mentale dans votre livre, et notamment de la pression qu'on peut subir. Oui. Vous avez vécu cette pression du haut niveau, du très haut niveau, parce que vous avez joué en division 1 Bien sûr, bien sûr. Une pression, c'est perpétuel parce qu'on a des matchs chaque semaine. Donc chaque semaine, on est toujours un peu jugé. C'est toujours des critiques positives ou négatives. Donc oui, beaucoup de pression d'un match à un autre. Quand on joue bien, tout le monde nous parle, tout le monde veut être notre ami. Quand on joue mal, plus personne nous calcule. Donc c'est très très difficile mentalement. Et oui, il y a plusieurs témoignages aussi de sportifs, champions du monde, champions olympiques, qui parlent de la santé mentale et de la dépression. On essaye d'expliquer que être sportif de haut niveau, c'est pas la belle vie. Aussi, je parle des salaires parce que les gens ils pensent qu'on a des salaires astronomiques, mais pas du tout. Donc j'explique aussi comment on vit dans les clubs, comment on est pris en charge. Donc voilà, c'est tous ces témoignages-là qui viennent appuyer mon discours. Alors justement, on disait tout à l'heure par rapport à la RDC, vous êtes franco-malienne et vous avez joué pour la RDC. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout d'abord, quand j'étais jeune, j'ai joué pour l'équipe de France jeune. Et ensuite, arrivée en senior, j'ai été appelée par l'équipe du Mali. Et j'ai pas pu y aller parce que j'avais des compétitions en France. Donc, mon club ne m'avait pas libérée. C'était en 2015 pour les Jeux africains. Et c'est vrai que l'opportunité du Congo, ils m'ont appelée en décembre 2015, enfin quelques semaines avant le championnat du monde. Donc, ça m'est tombé dessus. Et c'est vrai que l'équipe du Mali était en train de disparaître. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus d'équipe du Mali. Donc, j'ai hésité au début et ensuite, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais aller faire un championnat du monde. Je ne pensais pas du tout faire un championnat du monde de toute ma vie. Et là, ça me tombe dessus. Ça m'arrive très jeune, à 21 ans. Donc voilà, j'y suis allée et j'ai bien aimé. Expérience inoubliable. Merci beaucoup, Simone Thiraud, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, L'image du sportif parfait. J'espère que ça va inspirer notamment beaucoup de jeunes sur le continent africain et partout dans le monde. Merci beaucoup. J'espère. Lisa, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Fin de votre Journal Afrique. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Demain, retrouvez Nidia Paliakara à cette même place. Belle soirée sur TV5 Monde. À très bientôt.